14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors je sais qu'on aime bien aujourd'hui dénigrer la pornographie qui serait forcément négative pour notre sexualité. Alors certes, ce n'est pas un spectacle pour les enfants et c'est normal de tout faire pour éviter ce spectacle aux enfants. Ça, il n'y a aucun doute, mais c'est pas de ça dont on va parler. On va parler de la pornographie et de la sexualité des adultes en compagnie de notre sexothérapeute Philippe Arlin. Et on va essayer de comprendre en quoi elle peut nuire à la sexualité et en quoi elle peut améliorer cette sexualité. Par exemple, on sait qu'il y a des couples qui vont regarder des films pour booster leur libido. Et dans d'autres couples, parfois, c'est un homme qui va se masturber trop en regardant du porno, ce qui nuit à la sexualité de son couple, évidemment. En tout cas, la pornographie a fait évoluer la sexualité des Français et on en parle avec notre sexothérapeute Philippe Arlin. On recevra également en deuxième heure une jeune femme qui vient de sortir une BD, une bande dessinée. Elle s'appelle France profonde, titre en référence au fameux film Gorge profonde. Et cette BD raconte un peu l'âge d'or du X. Enfin, on en parlera dans la deuxième heure. Mais tout de suite, je vous invite à nous rejoindre pour témoigner, pour dire en quoi la pornographie a ou pas influencé votre sexualité. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Philippe Arlin, merci d'être avec nous. Vous êtes sexothérapeute et j'imagine bien sûr que vos patients parlent de la pornographie. Oui, surtout les patients hommes, même si évidemment beaucoup de femmes regardent du porno. J'ai l'impression que ça a eu plus d'importance et d'influence dans la construction sexuelle des hommes que dans celle des femmes. Les femmes vont y avoir accès plus tard, même si ce plus tard se modifie aujourd'hui. Mais on voit bien que dans l'imaginaire des hommes, et peut-être que la raison c'est que pendant très longtemps le porno a été créé par des hommes, et il reflétait aussi un imaginaire qui pouvait plaire davantage aux hommes. Dans l'imaginaire des hommes, il est assez impactant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas, on peut pas être manichéen avec le porno, c'est pas noir ou blanc. Il y a le côté addictif du porno, mais qui va être le support, l'image, à la limite, peu importe ce qu'on montre, mais on va créer une addiction, et ça, évidemment, ça va poser problème. Donc on a vraiment des addictions au porno. Un peu plus même d'ailleurs qu'il y a 20 ans. Oui. Et un peu plus chez les femmes aussi, curieusement. Voilà. Ça commence à venir. Mais c'est le principe, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, le porno, vous pouvez en avoir sur votre téléphone, vous en avez partout. Donc, et puis de toute façon, aujourd'hui, les gens sont plus addicts que aussi. Oui, mais à tout. On le voit avec la coque, par exemple, aussi. Mais moi, j'ai connu cette époque glorieuse où il fallait passer devant l'ouvreuse pour avoir le droit de s'asseoir dans une salle et de voir un film porno entouré de personnes avec qui on n'avait pas forcément envie de partager l'excitation que provoque le film. Donc, c'est vrai que le contexte modifie aussi... largement, bien sûr. L'accès est facile aujourd'hui. Évidemment. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est que c'est plus intéressant de parler sur tout le mal qu'on dit du porno, on le rend responsable de tout. En même temps, moi j'ai juste envie de rappeler au début de cette émission, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans le porno quelque chose qui n'existe pas déjà dans la tête de quelqu'un, ne serait-ce que celui qui l'a créé, qui l'a décidé de le tourner. Donc le porno nous parle peut-être d'une nos limites dans la sexualité. Et peut-être que le porno a exploré certaines dimensions de la sexualité et particulièrement certaines et pas d'autres. Tout ça, je trouve que c'est important d'en parler, mais en tout cas, il est quand même très présent parce que c'est le compagnon indispensable de la main pour un homme. Il y a maintenant la masturbation, elle se fait avec la main et l'écran. Et souvent, en effet, l'écran. Ce qui est peut-être aussi important à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a porno et porno, et on a tendance quand même quand on parle du porno, à systématiquement parler du porno qui est violent, qui est en effet assez machiste, et qui peut-être, encore une fois, ça je suis pas du tout d'accord avec ça non plus, est
est difficile pour les actrices. Je crois, pour avoir été récemment à un festival érotique où j'ai rencontré des tas d'actrices qui tournent des films pornographiques, elles n'avaient pas l'air du tout victimes et elles avaient l'air tout à fait consentantes d'exercer cette profession. Je pense comme en toute chose, il y a eu certainement des abus. Bien sûr. Pense que ça ne résume pas le porno. Non, c'est pour évident. ça. Mais voilà. Mais il y a eu effectivement pas mal de choses et après, ça a été facile d'en faire une généralité. Le porno a quand même beaucoup évolué entre justement celui moi que j'allais voir dans une salle obscure, pas toujours obscur d'ailleurs, mais et celui qu'on voit aujourd'hui. On a ce qu'on appelle le gonzo, c'est-à-dire que c'est vraiment directement les scènes sexuelles, on est directement sur les organes. Il y a plus de mise en scène, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario. Oui, aujourd'hui, le film porno pratiquement n'existe plus. Quand on parle de porno, on parle en effet de séquences. D'ailleurs, on va chercher la séquence gros sein ou je ne sais quoi. Ou pratique très précise, avec physique très précis. Et j'avoue, là, j'aime pas parler de moi spécialement, mais là, dans ma petite expérience, je me retrouve moins dans le porno d'aujourd'hui parce que moi, j'aime voir comment on arrive au sexe. Ça m'excite autant que la scène de sexe en elle-même. Et je trouve que dans le porno des années 80-90, il y avait une histoire, même si elle était ridicule. Il y avait une histoire, il y avait un scénario, il y avait des acteurs qui arrivaient habillés et on les voyait se déshabiller. Et ben, pour moi, ça participe aussi de ce qui peut être érotique. Donc, le porno a évolué. Est-ce que nos sexualités ont évolué de la même manière ? Je pense que ça va être intéressant d'entendre les auditeurs par rapport à ça. On verra ce qu'ils ont à nous dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la manière de montrer du sexe a énormément évolué depuis 30 ans. L'érotisme, malheureusement, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, disparaît un petit peu. Il disparaît non seulement du cinéma. Alors, c'est vrai que dans les films entre guillemets traditionnels, on voit un peu plus d'images de rapports sexuels, tout en étant soft évidemment, mais pas tant que ça, je trouve. Donc le monde érotique, on le voit aussi par exemple dans la bande dessinée. La bande dessinée érotique pratiquement n'existe plus, alors qu'à un moment donné, il y a eu un essor qui était très intéressant. Donc c'est un petit peu comme beaucoup de choses dans notre monde actuel, c'est un peu binaire, quoi. C'est porno ou c'est... c'est trash ou c'est plus rien, quoi. Oui, effectivement. Oui. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. C'est vrai qu'on est maintenant, aujourd'hui, dans des séries où on voit une espèce de pudibonderie, comme par hasard, les gens qui sont censés avoir passé la nuit ensemble se lèvent, ils sont en sous-vêtements, Donc on a cette extrême de la pudeur où il n'y a même pas le corps nu qui en soi... et on a sinon le trash. Pour moi, c'est un peu trash, c'est vraiment direct sur les organes génitaux en gros plan, quoi. Oui, et l'inconvénient du porno, quand il est trop, justement, avec des petites scènes qui ne montrent que du sexe, c'est qu'on perd tout ce côté érotique, imaginaire, et puis, en même temps, l'être humain a quand même un cerveau et on peut espérer qu'il continue à fantasmer sur ce qu'il peut voir. Oui, bien sûr. Après, je pense que comme toute chose, on ne peut pas nier que ça a un impact. Après, ça n'est pas le seul moteur de la sexualité du XXIe siècle. Le porno a une influence, et je pense que si on étudiait la sexualité et l'évolution de la sexualité, on ne pourrait pas le faire sans étudier l'impact du porno. Mais je serais bien incapable, même si j'ai quand même 30 ans de pratique, de mesurer l'impact réel sur la sexualité des gens du porno. C'est réel, il est là, il a sa place. Maintenant, cette place, elle évolue, elle est remise en question, et je trouve très intéressant d'ouvrir cette émission pour permettre aux gens justement de nous parler de leur expérience. Oui, et puis peut-être que ça va vous permettre aussi, chacun qui nous écoutez, à voir en quoi ça vous a influencé. Est-ce que ça correspondait finalement vraiment à votre désir ? Est-ce qu'au début vous avez fait ça parce que vous avez vu ça ? Enfin, c'est tout ça et on sait que la sexualité, de toute façon, elle est influencée par beaucoup de choses. Donc forcément que ça a influencé la sexualité, ça c'est sûr. Notre cerveau réagit à l'impact d'une image
images érotiques. Donc, il y a réellement même des fantasmes qui vont se développer par la sensibilité qu'on aura eue à voir une scène un peu particulière, voir qui, à la limite, pour la première fois, aura pu nous choquer. Et le phénomène d'habituation va nous amener à aller chercher ça. C'est un des mécanismes du cerveau. Donc, oui, bien sûr, ça a une importance. Mais je pense que avant le porno, les gens avaient des fantasmes, donc ils les trouvaient quelque part ou ils les créaient. De toute façon, il y a eu la photographie où il y a eu des Il y a photos, toujours eu besoin d'aller regarder. Après, il y a eu des dessins. Enfin bon, après, enfin, je veux dire, avant plutôt, évidemment. Bon, et l'art, de toute façon, a toujours aussi. Il paraît même que dans les grottes de Lascaux, il y avait des dessins érotiques. Il paraît. Hein. C'est pas nous qui les avons dessinés, en tout cas. Vu comme tel, en tout cas. Bon, on va parler de tout ça avec vous. Vous avez envie de nous raconter en quoi ça vous a aidé ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut aussi... Mais bien sûr. Et puis, donc, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. On va commencer dans un instant avec Tanguy, qui justement pense que ça a plutôt été positif pour lui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute. Je rappelle que vous êtes également l'auteur de Libérer votre désir. C'est en poche aux éditions de la Musardine. Et parfois, oui, le porno peut-être réveiller un peu notre désir. Bonjour Tanguy, merci de commencer cette émission avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Tanguy. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un honneur pour moi d'être sur votre antenne. Oh ben merci, écoutez, c'est un honneur pour nous aussi de vous recevoir Tanguy. Vous savez, de temps en temps, c'est quand même bien que je le rappelle, j'ai des invités formidables, ça c'est sûr, mais j'ai aussi besoin de vous pour que vous puissiez donner votre avis, pour qu'on puisse échanger ensemble, parce que sinon on serait dans du dogmatisme. Moi j'ai envie de savoir en quoi le porno vous a influencé justement, Tanguy. C'est presque un sujet philosophique. C'est vrai, c'est vrai. Je suis issu d'une famille catholique, j'ai été élevé chez les prêtres, chez les curés, donc du coup c'est vrai que pour moi la sexualité était quelque chose qui était un petit peu extérieur au raisonnement habituel. Et c'est vrai que j'ai découvert la pornographie vers 12, 13, 14 ans grosso modo, avec d'abord vous savez, il y avait des, comment on appelle ça, des petites revues, des bandes dessinées, genre Isabella, etc., Magella et ainsi de suite. Et en fait, la pornographie m'a aidé à classifier en fait les fantasmes. Bien évidemment, j'avais les fantasmes, mais je n'y avais pas accès, et du coup ça m'a aidé en fait à classifier un petit peu mes fantasmes, à me rendre compte que finalement j'étais pas quelqu'un d'anormal, avec des idées, avec des envies, avec des besoins. C'est-à-dire que vous avez vu donc des photos, hein, puisque c'était des magazines, et qui vous excitaient ou qui vous excitaient pas, et ça vous a permis de vous dire de toute façon s'il y a des photos comme ça, c'est que ça existe. Et donc, c'était rassurant. Ouais. Ça normalise votre... c'est ça me rendait normal, c'est-à-dire que je me disais, tiens, finalement il y a ça, alors ça me plaît, non, ça me plaît pas, ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse pas. Suivant. Et du coup, ça rendrait... et ça rendait réel, en fait, voilà, ça rendait réel, et me projeter, en fait, dans un univers. Ça m'a bien évidemment, c'est provoquer du rêve, quoi, c'est donner du rêve. En plus, je dois avouer que à l'époque, puisque j'ai un peu plus de 60 ans, à l'époque, c'était quelque chose qui était beau, qui était raffiné. Il y avait dans la pornographie, il y avait des scénarios, il y avait des histoires. On vous emmenait en fait avec des personnages. Et du coup, la partie rêve, elle y était. Bon, bien évidemment, il y a toujours une partie locale technique, mais il y avait en fait une véritable histoire. Vous regardiez ça à la fin des années 70, quoi. C'est ça, exactement, tout à fait. On était nombreux alors. Vous avez peut-être regardé les mêmes. On a peut-être regardé les mêmes, mais tout à fait. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est quand vous dites oui, il y avait une esthétique, oui, il y avait une histoire, il y avait tout ça. Alors peut-être que c'est comme ça que mon cerveau s'est formé et que du coup aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les choses qui vont trop vite au but. Mais moi je me suis posé la question récemment, j'en discutais et je vais vous faire part de ma réflexion, Tanguy.
Philippe Arlin, et vous pourrez tous les deux réagir. Mais est-ce qu'au fond, la différence entre ce qu'on voit quotidiennement et le porno, est-ce que c'est pas la même, cette différence? C'est-à-dire que dans les années 75, on parlait pas beaucoup de sexe, on était quand même... donc, ce qu'on voyait était un peu plus soft que ce qu'on voit aujourd'hui, mais aujourd'hui, on parle tellement de sexe, ça a tellement été qu'il faut montrer, enfin, que le porno forcément montre des trucs plus hard, non? Oui, alors si je peux me permettre, oui, bien sûr. De mon point de vue, non, je trouve que ça a dérapé en fait vers de la violence, vers de l'irrespect. Maintenant c'est de la performance. D'abord il y a très peu. Alors bon, c'est pas vrai ce que je vais dire, parce que il y a quand même encore quelques films, Dieu merci, qui sortent de certaines industries françaises où il y a des vrais scénarios, des actrices, des personnes vraies à qui on a envie de s'attacher. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est devenu essentiellement violent, démonstratif, voyeuriste, si vous me permettez l'expression, quoi. Et je pense que ça peut même être démoralisant, démotivant. Je trouve que ça donne une image piètre de la sexualité, et si jamais on essaye de reproduire ce qu'on voit dans les images d'aujourd'hui, je peux vous dire que ça peut même faire perdre confiance en soi n'importe quelle personne qui n'arriverait pas, bien évidemment, à reproduire ce qu'il voit. Alors qu'à l'époque, dans les années 70 et début 80, c'était quelque chose de normal, en fait. Bon, même si parfois... C'était moins performant, en tout cas. C'était moins performant, exactement, c'est ça. Il y avait moins de... Je sais pas, on a toujours tendance à penser que c'était mieux de notre temps, alors je sais pas. Pas forcément mieux. Mais là où je vous rejoins, Brigitte, je suis un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que je vous rejoins dans le sens où, quelque part, le porno, le regard et la manière de filmer aujourd'hui est lié aussi au rapport qu'on a au sexe dans la société. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est plus trash, c'est plus direct, c'est plus droit au but. On va montrer des pratiques qu'on n'aurait pas montrées à l'époque. Il y avait une pudeur, comme il y avait une pudeur dans la société autour de la sexualité. Les films porno homosexuels se sont développés sous le manteau. Ils ne sont apparus dans le grand circuit, si on peut l'appeler ainsi, que quelques années après. Donc ça rejoint totalement ce que vous dites. Par contre, je pense que... et là, c'est vraiment autre chose. Le fait de scénariser le film... quelque part, je pense qu'il y a un côté purement économique, c'est-à-dire que par rapport aux scènes de cul, tourner un quart d'heure de scène pour qu'ils en arrivent à juste avoir le rapport sexuel, en gros, on a fini par faire du montage de plus en plus serré sur la scène de cul et oublier la mise en scène. Et moi, en tant que sexologue, je me rends bien compte que dans ce qui participe à donner du désir, et entre autres dans l'imaginaire féminin, c'est le contexte. C'est comment une situation se transforme en quelque chose de sexuel. Comment on bascule d'un dîner mondain à tout le monde enlève les assiettes de la table et se retrouve à faire l'amour. C'est ça qui est la montée en désir. Après, je dis pas que le reste n'est pas excitant. Et ça, je pense pas que ça ait disparu, parce que moi, j'entends toujours la même demande chez mes patients de scénarios, de comment on arrive, et on le voit bien aussi dans certains films qui mettent en scène un détournement d'une pratique pour arriver à un rapport sexuel. C'est vraiment un élément. Et je trouve que quand on est trop que dans le rapport sexuel, on peut manquer de ça. Mais là où je vous rejoins, c'est que ce qui se passe dans le rapport est à l'image de ce qui se passe dans notre société par rapport au sexe. Effectivement, l'ouverture des pratiques, etc., qui n'existaient pas avant, illustre bien notre société. Oui, je pense que les films porno de la fin des années 70 sont à l'image de cette société. Aujourd'hui, on peut les regarder avec un peu de nostalgie, on peut même en sourire. Il y a de très très bons films d'ailleurs. Oui. Mais enfin, si on tournait ce genre de film aujourd'hui, je pense que ça ferait bizarre, quoi. Mais les codes vestimentaires, les codes physiques, les codes de l'épilation, tout s'est modifié. Les rapports au corps ne sont pas les mêmes. Donc, en cela, évidemment qu'on ne peut pas filmer un porno aujourd'hui comme on le filmait à l'époque, où il faudrait créer des personnages de manière artificielle. Il y avait vraiment... C'est l'image d'une époque, je pense, le porno. Il est très inscrit dans son époque. Oui, je pense que c'est vraiment... D'ailleurs, on l'appelle l'âge d'or. Tanguy, vous avez connu l'âge d'or du porno. On est deux.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que disait Philippe, c'est le contexte est tellement important et même aujourd'hui, quels que soient les partenaires avec lesquels on va s'amuser, le contexte est absolument indispensable. Vous n'avez pas, on n'arrive pas quelque part, hop, on se déshabille et puis hop en avant la musique. Donc du coup, le contexte est vraiment indispensable à la mise en condition, au rêve, au fantasme et puis à la concrétisation en fait de la situation. Quoi, selon moi, bien évidemment. Oui, bien sûr, mais je pense que la sexualité, pour beaucoup de gens, c'est mieux quand on a une mise en bouche, si je puis dire. Mais en même temps, on est obligé de reconnaître, Tanguy, que quand on voit comment les jeunes, par exemple la génération Z, comment déjà ils vont échanger des sextos ou ils vont parler de sexe de manière tellement crue, qu'on peut quand même imaginer que la pornographie d'aujourd'hui doit pas les choquer spécialement. Mais je pense pas qu'elle les choque. Après, je ne sais pas qui a été là le premier, comme toujours la théorie de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est ce porno qui a créé un rapport vraiment direct au sexe et dans le dialogue, etc. Ou est-ce que le porno est venu répondre à quelque chose qui était en train de s'installer ? Ça, je serais bien incapable d'y répondre. Oui, mais il m'a semblé lire, moi, des statistiques comme quoi, justement, les jeunes pratiquaient beaucoup moins, que les garçons avaient de plus en plus peur des filles, etc. Est-ce que, justement, il n'y a pas un lien aussi entre les deux, entre cette violence qui s'est installée dans la pornographie actuelle et une image faussée de la relation en question ? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, la pornographie, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est un produit de consommation et qui répond donc à une demande. De toute façon, je pense que si demain il y a une demande et puis il y a une chose quand même, on n'en a pas parlé parce que c'est pas de la pornographie, mais c'est quand même aussi très intéressant. Actuellement, ce qui marche le mieux en littérature pour les jeunes femmes, c'est la new romance un peu hard, c'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui subissent c'est les dérivés de 50 nuances degrés. Exactement. Oui, donc ça, 365 jours, etc. Oui, complètement. Donc on voit bien mais parce que je crois quand même que la pornographie, elle montre une sexualité un peu brute. Oui. De toute façon. Elle est l'expression, je crois, du désir, de la pulsion. Elle est vraiment c'est l'animalité dans notre sexualité. Non, c'est l'animalité dans. Mais quand je parle de scénarisation ou comment on arrive au sexe, je parle pas forcément de relations bluettes, d'amour, de caresses. Je parle de scénarios où, en gros, on fait déraper une situation du quotidien. C'est tous les scénarios autour de la maîtresse d'école, de l'infirmière, du plombier. Voilà, exact. Mais si vous en arrivez avec le plombier qui a déjà la culotte baissée dans la cuisine en train de s'amuser avec la ménagère, toute l'idée du scénario du plombier est tombée. C'est-à-dire, il se trouve que c'est un plombier qui le fait, mais ça n'a plus aucun intérêt. Bien sûr. Ben merci en tout cas, Tanguy, de cet échange. Et puis, je crois que vous étiez très bien pour les préliminaires de cette émission qui parle de pornographie. Merci beaucoup, Tanguy. Allez, on va se quitter d'un court instant. Je crois que j'ai un petit love conseil à vous proposer, mais j'ai aussi un petit ma sœur Lélo à vous proposer. Et tout ça, c'est dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors ça, c'est vraiment un Love Conseil, Philippe Arlin, puisque je vous propose 5 points importants pour mieux vivre votre vie. Alors pas votre vie à vous, Philippe Arlin, je sais que vous êtes tout à fait bien dans votre vie, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait comme ça des parfois important de revoir comment on peut être mieux dans sa vie. Alors le premier point pour bien vivre sa vie, alors c'est un vrai but en soi et parfois il suffit pas d'une vie, c'est se connaître. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est pas simple. Plus on se connaît, plus on va faire les bons choix. Sinon, on est un petit peu amené à faire des erreurs. Deuxième point, il faut être relié, c'est-à-dire qu'il faut partager avec d'autres, partager ses succès, partager aussi malheureusement les moments difficiles. Et quand on est relié aux gens, quand on a des amis, quand on a un partenaire, quand on a une famille, en général, on va mieux traverser sa vie parce que la solitude, de temps en temps, c'est bien, mais tout le temps, c'est pas bien. Nous sommes des animaux sociaux et
Il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Troisième point, il faut toujours avoir envie de s'ouvrir, d'apprendre. Et c'est pour ça que le moment de la retraite, c'est toujours un moment délicat, parce qu'il ne faut pas se retirer, si je puis dire, de la vie. Ouais, mais là, il y a un débat. C'est que pour ça, je pense qu'il faut aussi pouvoir en profiter le plus jeune possible. Je pense que c'est important pour que la curiosité reste vive. Il faut aussi que le corps soit en mesure de nous accompagner. Oui, mais il y a pas. Enfin, je veux dire, on peut s'ouvrir, on peut apprendre, pas uniquement par le corps. Oui. Suivant. C'est très important de rester curieux, parce que c'est ce qui reste de plus en rapport avec la vie. Mais oui, mais ça, on peut être curieux à n'importe quel âge. C'est pas un problème de penser à sa retraite. Il faut pas attendre d'être à la retraite pour apprendre. Il faut commencer jeune, à être curieux et ne pas arrêter. Exactement. Quatrième point, prendre toujours un tout petit peu de temps pour soi. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste d'apprendre à se détendre, parce que quand on fait un peu de temps pour soi, eh bien on peut faire le point et on peut mieux comprendre où on en est et justement qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a plus envie. Ça me fait penser à l'émission qu'on a fait hier. C'est vraiment prendre le temps de se connaître. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous. Là, hier, on parlait dans la sexualité, mais c'est vrai en général dans toute la vie. Je parle pas de se connaître, ça c'était le premier point. Je parle d'avoir du temps pour soi, pour faire des petits bilans. Moi, je vois je pense à certaines personnes qui travaillent énormément, notamment dans nos métiers. C'est vrai qu'on fait des métiers où on peut être tout le temps sur la brèche. Mais finalement, on sait plus, on sait plus qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Et je crois que c'est vraiment important de temps en temps de savoir se relaxer. Donc les pauses. D'accord. Et cinquième point, il faut pas oublier qu'on est aussi des êtres créatifs au sens large du terme. C'est pas nécessaire d'être un artiste, mais on peut créer dans des tas de, par exemple, jardiner, c'est être créatif, peindre, faire la cuisine. Enfin, j'ai même envie de dire. Il y a des personnes qui vont faire le ménage en étant créatifs, parce que du coup, ils vont changer un peu la place des objets dans leur intérieur, etc. Avoir une interaction avec la matière, se sentir vraiment agir, c'est important. Mais la créativité, vous avez raison de le dire, c'est pas forcément être artiste, c'est juste être capable d'exprimer quelque chose qui vient de nous. Voilà, sortir de ce qu'il y a de soi. Sortir de l'extérieur, vers l'extérieur. Voilà. Et ben, si vous avez envie, vous pouvez le réécouter en podcast, ce Love Conseil. C'est un sacré programme. Et c'est un sacré programme, mais je vous assure, si vous remplissez bien ces 5 points, votre vie ira très très bien. Bonjour Manuela, merci d'être avec nous, mais juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle que c'est le moment de vous inscrire si vous voulez gagner ce masseur personnel Lily 3 de la marque Lelo. Un masseur personnel, c'est un petit compagnon comme ça que vous pouvez mettre dans votre sac, vous pouvez le prendre dans la baignoire parce qu'il est étanche, il a 10 modes de vibration et puis si vous le voulez, c'est quand même très très simple, hein, vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort et repartira avec ce masseur Lelo. Bonne chance à tous. Manuela, merci d'être avec nous. Du coup, vous ne pouvez pas envoyer un SMS. Hein. Vous êtes obligé de témoigner. Hein. Vous le ferez lundi. On rejouera. Vous inquiétez pas. D'accord. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Manuela. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur le porno, vous justement ? Alors, sur le porno, par rapport à mon expérience, donc moi j'étais adolescente dans les années 90, donc c'était pas le même porno qu'aujourd'hui. En tout cas, on n'y avait pas accès comme aujourd'hui. C'était les vraies années porno, hein, oui. Les années 90 avec les hot d'or, tout ça. C'était presque normal de regarder du porno et c'était cool. Il y avait le porno sur Canal, il y avait... Ouais. Exactement. Et en fait, donc ce qui était positif, donc quand on regardait du porno, moi à mon âge, quand j'ai commencé à en regarder, j'étais adolescente, il fallait louer une cassette ou des choses comme ça. Le côté positif, c'est que ça permettait de pouvoir savoir ce qui nous excitait, ce qui nous faisait fantasmer, ce qui pouvait nous émoustiller.
et en même temps nous décomplexer en tant que femme sur c'est normal d'avoir une sexualité, c'est normal de pouvoir Oui, changer ça a de libéré, partenaire. ça a quand même libéré la sexualité, Énormément. osons le dire quand même. Ah mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Et c'est Tout à même fait. venu illustrer l'universalité de la sexualité. C'est-à-dire, on a tous ça en commun. C'est normal d'en avoir envie. Ça fait partie de ce qui nous constitue. Et peut-être qu'on va pas avoir envie de ce qu'on voit, mais on va avoir envie d'autre chose. En tout cas, le fait de voir cette sexualité, ça peut nous réconcilier avec le fait d'en avoir une. Oui, tout à fait. Donc ça décomplexe là-dessus et ça normalise en fait justement le fait d'avoir envie, le fait d'être curieux à essayer des choses d'être que ce soit normal pour une femme de pouvoir changer de partenaire. Et aussi. pour une femme, et c'est important ce que vous dites, Manuela, parce qu'en effet, je pense que ça peut être libérer encore plus les femmes que les hommes. Finalement, là, en vous entendant, j'ai mais moi, cette je suis pensée, complètement d'accord avec cette idée. Après, on parle de vraiment cette notion de rendre à la femme le droit d'avoir envie, le droit de désirer, d'être désirante et non pas désirable. Et oui, dans ce sens-là, le porno, il a peut-être pas donné, et on pourrait faire un débat là-dessus, la meilleure position aux femmes, mais il leur a donné une place dans la sexualité qu'elles n'avaient pas forcément. Oui, et ça a permis également, en tout cas pour certaines femmes, de se rendre compte de la puissance et du pouvoir qu'elles pouvaient avoir sur les hommes. vous croyez vous croyez, Manuela? Ce serait nous qui serions responsables de leurs érections Je pense tout à fait, et de même pouvoir de temps en temps un petit peu les manipuler. Oh, franchement, là, c'est un scoop. Non, mais bien sûr, il y a quelque chose qui est de l'ordre il y a des choses qui ont été désacralisées, normalisées dans ce sens-là. Elles ont été désacralisées, ça existe. Ça a montré aux femmes qu'elles pouvaient avoir une relation sexuelle sans pour autant faire des enfants. Oui. Puis ça humanise le désir, c'est-à-dire que là vraiment il y avait une expression libre et des deux côtés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les hommes qui étaient dans le désir, il y avait aussi profondément les femmes. Mais est-ce que, je vous pose la question parce que ce serait important quand même de pas généraliser, vous étiez peut-être quand même une femme qui était plutôt bien dans sa peau? Alors non, justement non, pas forcément, et du coup il y avait un